Pulsar 95.9. Bonjour et bienvenue sur Radio Pulsar dans votre toute nouvelle émission sponsorisée par Poitou Presse, une émission nommée Poitou Pop. Toutes les 2 semaines, vous pourrez retrouver une émission avec des penseurs et des penseuses du Poitou, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens et les Parisiennes qui ont un avis intéressant à donner. Nous interrogeons le monde qui nous entoure avec nos invités. Alors nous traiterons de plusieurs choses, de l'actualité, de la politique, des sciences, du féminisme, des luttes contre le racisme, les luttes LGBTQIA+, la vie citoyenne, l'éducation populaire. Enfin bref, nous parlons de multiples choses bien gauchistes. Et parce que nous ne serons pas uniquement dans le débrief des brèves AFP, nous recevrons des invités en lien avec nos thèmes. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons Fernanda qui est là aujourd'hui avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors avec toi, en première partie d'émission, on va parler du sujet d'Allende et du Chili. Il y a aussi Yurigan qui est autour de la table. Bonjour. Bonjour. Et Edoui Plenaire qui est à la technique et là aussi autour de la table. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors voilà, nous sommes fin prêts pour lancer une émission. À la fin de cette émission, nous retrouverons aussi Noé en micro-trottoir. Mais avant de commencer, une petite chronique de Yurigan qui souhaitait nous parler d'Allende. Oui, c'est ça. Alors, quand on a préparé l'émission d'aujourd'hui, on m'a dit on va parler du Chili d'Allende. Alors, moi, il faut que je vous avoue quelque chose à ce sujet. Longtemps, j'ai cru que le Chili, c'était les haricots dans le chili con carne. Alors, parce qu'en fait, en France, dans le chili con carne, on met assez peu de piment. Et donc, comme carne, c'est la viande, j'ai toujours cru que le Chili, c'était les haricots. Mais en fait, non, c'est les piments. Donc, c'est le premier point où je voulais en venir. C'est que pour réussir un bon Chili d'Allende, ou d'Allende, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique, il vous faut des piments, de l'ail. Donc de l'ail coupé en baies. Je pense que tu as dû te tromper, Yurigan. On parle de Salvador Allende. Ah oui, Allende, le président du Chili, c'est ça, exactement. Le coup d'État, la CIA, Pinochet, tout ça. Exactement. Ah ouais, la boulette. Première chronique, premier hors-sujet. Bon, ça commence bien. Ouais, bien sûr. Alors, ça a déjà beaucoup plus de sens, en fait. Le Chili, le pays, pas le piment. Ouais. Alors, attends, Allende, le président. Ok, alors vous inquiétez pas. Je suis pas un professionnel, mais j'ai de la réserve. Alors, le Chili, je connais pas très bien, mais j'ai un ami chilien. Alors, vous l'aviez pas vu venir, celle-là. En fait, j'ai 2 amis chiliens. Enfin, il y en a un, c'est un vrai ami. Enfin, j'espère que c'est un vrai ami à moi, mais il n'est pas vraiment chilien. Et l'autre, c'est pas vraiment mon ami. Je l'ai juste rencontré une fois, mais lui, il est vraiment chilien pour le coup. Alors, les 2, ils ont un point commun, c'est que c'est des artistes et ils ont fui le Chili. Enfin, mon ami chilien, qui est pas vraiment chilien, lui, il est fils de contrebassiste. Enfin, il est contrebassiste lui-même et fils de 2 musiciens chiliens qui ont émigré en France, on va dire qu'ils ont fui Pinochet. Je suis pas vraiment sûr que ce soit ça, mais le plus intéressant, c'est la légende. Donc, c'est 2 artistes qui ont fui Pinochet pour venir en France. Et donc, ça, c'est mon ami. Et le deuxième ami, qui n'est pas vraiment mon ami, qui, lui, est vraiment chilien, lui, il est sculpteur sur pierre. Il a fui le Chili pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, bon, ces 2 artistes, ils ont fui le Chili. Bon, c'est un peu compliqué. J'espère que vous avez suivi. Mais donc, ils ont fui le Chili de Pinochet parce que c'était un endroit où, quand on était artiste, c'était pas forcément un endroit où c'était facile pour vivre. Mais avant Pinochet, il y avait un espoir qui était porté par un socialiste, un démocrate, un putain de réformiste, comme j'aime à me qualifier moi-même auprès de mes amis de lutte ouvrière. Parce que oui, Allende, c'était pas un gros révolutionnaire qui passait par les armes, il est accédé au pouvoir démocratiquement. Et pourtant, la contre-révolution qui s'est mise en place au Chili, soutenue par les États-Unis, elle a été d'une telle ampleur qu'on eût pu croire que c'était Lénine en personne qui avait pris le pouvoir au Chili. Donc cette tragique histoire, est-ce qu'elle peut nous éclairer sur nos propres ambitions à nous, le camp progressiste? Quand notre camp accède au pouvoir, les forces de la réaction essaient toujours de détruire ce que nous construisons. Alors la prochaine fois que nous, on prendra le pouvoir, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on soit le plus radicaux et les plus radicales possible? Parce qu'une fois que notre camp arrive au pouvoir, on ne sait jamais quand est-ce que la réaction viendra nous le reprendre. S'il te plaît, parle pas de petites sommes, parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? J'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus.
plus. Et oui, on a peur parfois de faire ça tout seul, mais non, nous sommes des millions. Et donc là, récemment, il y avait la commémoration de la mort d'Allende le 11 septembre, ce coup d'État de Pinochet qui a mis à bas tout simplement la gauche pour mettre en place un régime fasciste. Alors aujourd'hui, donc, on va discuter avec Fernanda, qui est chilienne. Tu es née au Chili ou tu es née en France ? Je suis née au Chili, née et grandie au Chili. Ouais. Ça fait 14 ans que je suis en France. Et donc voilà, donc on est avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, vu que nous on part du principe que les personnes qui sont directement concernées par le sujet sont les plus à même finalement d'en discuter avec nous, de nous en apprendre un peu plus. Toi, tu es à Poitiers, alors quel est ton métier à Poitiers ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis chanteuse et je fais des cours d'espagnol à la Maison des Langues, ici à la fac, et des cours des civilisations de l'Amérique latine au Sciences Po. Alors, le 11 septembre, à Poitiers, il y avait une commémoration vis-à-vis donc de la mort du président Allende. Comment est-ce que s'est mis en place ce principe de commémoration ? Alors déjà, on a en France donc là un coup d'État démocratique qui a été mis en place par Emmanuel Macron pour mettre au pouvoir la droite et par un accord tacite l'extrême droite. Est-ce que la commémoration qu'il y a eu le 11 septembre avec Allende, finalement, a fait pas aussi écho avec la fin de notre démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui sous l'ère Macron ? Alors si ça a fait écho ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la commémoration déjà à Poitiers, depuis que je suis là, ça fait 5 ans seulement que je suis là. Depuis que je suis là, elle se fait tous les ans à la rue qui s'appelle Salvador Allende, devant la plaque. Et l'année dernière, notamment, on s'est organisé avec tout un groupe qu'on a appelé ça le collectif commémoration. Et on a fait une commémoration beaucoup plus grande avec 20 événements différents pour les 50 ans du coup d'État. Mais sinon, cette année, c'était une petite commémoration où il y avait une vingtaine de personnes autour de la plaque avec des roses rouges. Et c'est tout. Donc ça reste symbolique. Et alors, du coup, 50 ans après, toi, de ta perspective, qu'est-ce qu'il faut retenir des événements qui se sont passés au Chili il y a 50 ans ? Du coup d'État ? Ouais, du coup d'État et même Des réformes comment Allende arrive au pouvoir, les réformes qu'il a mises en place et pourquoi il y a eu cette contre-révolution si on considère que son accession au pouvoir c'était une forme de révolution. C'était une forme de révolution, oui, la via chilienne au socialisme, il l'appelait. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà, il faut nettoyer un petit peu le nom d'Allende. Il y a plusieurs études qui ont été faites les dernières années, et j'en ai fait partie de tout ça. Il faut quand même considérer Allende comme un révolutionnaire et pas seulement comme un démocrate. Allende était un révolutionnaire, un démocrate et un socialiste. Et on a essayé de vider un petit peu sa figure quand même les dernières années. On parle d'un pacifiste, alors que c'est quand même un personnage qui a participé en collaboration avec des guérillas des pays voisins, etc. Lui, c'était pas son choix pour faire politique, mais ça reste quand même quelqu'un qui était introduit dans le contexte latino-américain de la guerre froide, où l'Amérique latine était fortement penchée vers la gauche révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'on peut garder de ça ? La question, elle est pas évidente. Déjà, on peut nettoyer un peu cette image. C'est ce que j'allais dire justement, c'est à l'image par exemple de Thomas Sankara qui lui aussi a fait la révolution armée. Aujourd'hui en fait il y a une image un peu plus lissée des révolutionnaires et on croit qu'en fait c'est juste des bureaucrates qui étaient derrière et qui ont dit faisons la révolution, alors que non, il y avait vraiment des enjeux et des tensions et une lutte des classes qui étaient en place là-bas. Oui, tout à fait. Et déjà Allende c'est un homme politique qui commence à faire de la politique dans les années 40. Il a été candidat à la présidence 4 fois. C'est au bout de sa quatrième candidature qu'il a été élu. Avant, il était président du Sénat. Et puis, je pense que les 3 ans, on appelle ça les 1000 jours d'Allende qu'il a gouverné, ce sont forcément les 3 ans les plus révolutionnaires de l'histoire du pays. Et la fin, bien sûr, c'est le traumatisme le plus important de l'histoire récente du pays aussi. Peut-être que si je peux peut-être me permettre, moi je connais pas hyper bien ce qui s'est passé au Chili, mais il y a un concept que j'aime bien mobiliser régulièrement, ce qui est un concept de Bernard Friot sur
moi, c'est par lui que je l'ai appris. Ça se trouve, il y a plein d'autres gens qui en parlent, hein, mais c'est le concept de révolution contre révolution. Et donc, nous, en France, on peut considérer qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un moment révolutionnaire avec des nationalisations, la mise en place de la Sécu, etc., les services publics, les fonctionnaires, tout ça. Et en gros, ça fait maintenant 70 ans que les réactionnaires sont dans une phase de contre-révolution où ils essaient de détricoter tout ce qui a été mis en place. Est-ce que, avec ces 1000 jours d'Allende, est-ce que Pinochet il a réussi à tout détruire tout de suite, ou est-ce qu'il y a encore des restes aujourd'hui dans la société chilienne de ce qui a été fait pendant les 1000 jours ? Non, il n'y a pas de reste. C'est une dictature dévastatrice, en fait. Même les premières années, leur premier objectif était d'éliminer toute trace du marxisme, même dans le décoratif. C'était changer les noms des rues, nettoyer les fresques, et interdire des musiques, brûler des livres, etc. Et puis tout ce qui a été mis en place a été changé parce que Pinochet a mis en place une nouvelle constitution, qui est la constitution actuelle, en 1980. Et non, du coup, il n'y a rien. Il y a juste le poids de l'histoire. C'est quand même une histoire récente. Il y en a des vivants qui l'ont vécu, qui sont encore en âge... mes parents, par exemple. Ce pas des vieux. Donc il y a quand même des témoignages assez lucides et pressants dans les familles. Ça reste le souvenir. Et c'est une époque où il y a quand même des images, il y a quelques archives. Et puis le traumatisme, en fait, du coup d'État. Ça, c'est ce qui nous a le plus marqué à toutes les générations. Et ça, je me permets de rebondir sur ce que tu dis sur l'effacement un peu de la mémoire. Alors, depuis le début, on fait un peu des comparaisons avec des situations françaises. C'est peut-être pas d'ailleurs totalement comparable, s'il y a des choses qui paraissent inappropriées. Voilà, on peut en discuter. Mais par exemple, c'est vrai que puisqu'Abel parlait, Yorigan parlait de la période d'après-guerre en France, par exemple, il y a aussi tout un effacement de la mémoire qui se fait, y compris sur des aspects de la résistance française, par exemple sur le fait que en 2016, je crois, François Hollande avait panthéonisé des résistants, mais sans aucun communiste, alors que c'était quand même un des plus gros bataillons de la résistance française, par exemple. Il y a quand même ce côté d'effacement de ce qui peut être subversif dans la mémoire, finalement, parce que c'est des gens peut-être trop à gauche dans les commémorations. Oui. Et c'est vrai que je trouve, je retiens ça. Et tu parlais de la Constitution. Alors moi j'avais vu parce que on en verra peut-être ça dans la suite de l'émission, notamment par rapport à la musique, où tu avais chanté, je crois, sur la place du marché, parce qu'il y a eu un référendum il y a de quelques années, peut-être pour proposer l'abrogation de la Constitution de Pinochet, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui revient d'actualité ? J'ai l'impression que de ce que j'ai vu, c'est que le référendum a échoué. Oui. C'est ça ? Oui, 74%. C'est une longue histoire. Ça commence avec une grosse révolte en 2019. Et c'est là que la Constitution était vraiment mise en question. Et suite à ça, il y a eu un gouvernement de gauche dont la première mesure était de changer la Constitution. Ils ont proposé une nouvelle Constitution qui a été mise au vote. Le livre a été approuvé et une fois qu'il fallait la mettre en place, il y a eu un deuxième référendum avec une votation obligatoire. Première fois qu'il y avait le vote obligatoire. Et puis les gens ont voté non, finalement. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet, très long. C'est très difficile à expliquer. De toute façon, les questions de constitution dans les pays, c'est toujours un sacré pataquès entre les modifications, pourquoi les modifier, est-ce qu'on les modifie pour les rendre pires. Et justement, Allende, quand il est arrivé au pouvoir, dans quel état était le pays ? Vu que c'est un pays qui était très états-unien, avec des propriétaires terriens, etc. Comment était l'état du pays au moment où Allende est arrivé ? Alors, l'état du pays. Le gouvernement juste qui précède Allende, c'est un gouvernement démocrate chrétien, et ce gouvernement met en place la réforme agraire. Et du coup, là, il y avait déjà toute une division par rapport à la réforme agraire. En fait, tu avais vraiment une division entre l'élite et les travailleurs de la terre. Et après, en 68, il y a la création de l'Unité populaire. C'est une coalition de partis et d'organisations sociales qui vont créer l'Unité populaire, ça s'appelle, et c'est là où Allende était le candidat à la présidence. Il a été élu, du coup, en 70, avec seulement 36% des votes. Et
Et du coup, son élection a dû passer au Parlement. Elle a dû être... C'est que c'était serré, Oui, le deuxième, il avait 34. Ah ouais, d'accord. Et c'était un candidat de droite. Okay. Et donc, il y avait quand même une division importante. Après, le Parlement a approuvé leur élection. Il commence son gouvernement avec, sans la majorité au Parlement. Et les parlementaires ont eu lieu 3 ans après, en 1973, le mois de mars. Il les a gagnés avec beaucoup plus de pourcentage que les présidentielles, avec 45, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il va essayer de mettre en place les 40 mesures qu'il avait fait pour son programme, les célèbres 40 mesures du programme d'Allende. Mais oui, avec beaucoup de divisions et le soutien des syndicats surtout. Oui, c'est ça en fait, c'est que c'était vraiment c'était tout un groupe qui était ensemble, syndicats associatifs, populaires et politiques. Ouais, il y avait la centrale unique des travailleurs. Et oui, et donc à partir de là, les syndicats des usines les plus importantes et des mines, etc., étaient avec. Et alors justement, qu'est-ce qui a provoqué le coup d'État? Est-ce que c'est l'ensemble des mesures qu'avait voulu prendre Allende, son gouvernement, et donc son application révolutionnaire, comme tu disais en début d'émission? Est-ce que c'est l'ensemble ou est-ce qu'il y a une ou quelques mesures qui ont vraiment fait dire aux États-Unis et à ses alliés dans le Chili de dire non, là c'est plus possible, on ne peut pas les laisser faire, ils viennent trop à l'encontre de nos intérêts, puisque c'est dans une guerre de conflit d'intérêts, les intérêts des travailleurs versus les intérêts des propriétaires? Ouais, je crois qu'il y en a différentes sources. La première, c'est le contexte. En fait, c'est guerre froide. Et puis en Amérique latine, on avait déjà la révolution cubaine, on avait des guérillas qui se formaient en Colombie, au Pérou, en Bolivie, et avec un réseau de guérillas. Vous connaissez l'histoire du Che. Donc c'est un réseau de guérillas qui était assez régional, au fait, avec un mouvement latino-américaniste important. Donc ça, c'est déjà la première chose. Allende est le premier président élu démocratiquement, le premier président socialiste élu démocratiquement au monde, en guerre froide. Les États-Unis, ils sont à côté de chez nous. Enfin, non, on dit que nous, on est comme le patio des États-Unis, l'Amérique latine. Du coup, forcément, ça les embêtait encore plus que ça soit l'Amérique latine qui se penchait vers l'Union soviétique, plus que d'autres régions du monde. Donc ça, c'était déjà une chose. Après, Allende, c'était vraiment un personnage détesté par l'élite nationale et par les États-Unis depuis des années, pas seulement depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'il a assumé le pouvoir. Et il y a aussi, oui, les politiques mises en place, surtout la réforme agraire et surtout la nationalisation du cuivre, et puis toute l'expropriation et l'étatisation des différentes usines, même des banques. Et ça, vous comprenez bien, les ennemis sont forts. L'ennemi, le pouvoir de l'argent, et l'argent contrôle le monde, comme on dit, surtout quand il est question des États-Unis par derrière. Allende donc, a fait de nombreuses réformes. Il y a aussi des réformes vis-à-vis des réformes agraires donc, qui avaient commencé avant son mandat, comme tu l'as dit. Comment est-ce que les réformes agraires ont pu modifier le pays? Est-ce que tu peux en dire un peu là-dessus? Parce que c'est souvent des réformes agraires qui conduisent les propriétaires à radicalement vouloir la destitution du président ou du gouvernement en place. Oui, tout à fait. Après, la réforme agraire, elle commence avec le mandat précédent, mais Allende, il va mettre en place l'expropriation des terres. Et donc forcément, c'est la politique la plus violente par rapport à tout ça. Et puis parallèle aux réformes agraires, et je pense qu'il a embêté le plus l'élite et puis les États-Unis, c'est l'expropriation des usines. Parce qu'en fait, pour essayer d'étatiser, de nationaliser les usines, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mobilisé les syndicats. Les syndicats, ils occupaient les usines d'abord, et ensuite, ils les expropriaient. Et donc, les propriétaires de tous ces secteurs d'activité, ils étaient mis à l'écart avant. Ils commençaient déjà à perdre énormément d'argent, et la suite, c'était l'expropriation. Donc... voilà, après, qu'est-ce que ça... ça crée une division énorme. Bien sûr, plus de population pour ce genre de réformes.
beaucoup moins contre, mais ils sont plus forts. Et donc, quand tu dis expropriation, c'est donc c'était des récupérations d'usines et d'entreprises, etc., sans contrepartie financière. C'était vraiment une expropriation pure, ou c'était, comme ça a pu être le cas, il me semble, en France, dans certains moments de nationalisation, où on a racheté directement aux propriétaires les choses pour que ce soit plus pacifique, entre guillemets. Il y a eu de tout. Il y a eu des expropriations, il y a eu de l'achat d'actions. Et il y en a eu même des usines qui ont été expropriées et qui a payé. Après, il a réussi à leur faire payer une dette qu'ils avaient maintenant avec l'État. Et il arrive à avoir 80% à peu près des secteurs d'activité les plus importants en fait, sont nationalisés en 72. Okay, donc 80%, hein, c'est énorme. Si je comprends bien, là, ce que tu dis, c'est que non seulement il a exproprié certaines entreprises, certains patrons, mais en plus de les exproprier, de récupérer l'outil productif, il faisait payer des intérêts. Ouais. Ah, ça, c'est une idée géniale, ça. Ah, ça, c'est fort, oui. Ça, c'est formidable. C'est un super outil. Mais justement, par rapport à ça, tu disais au début, enfin il y a quelques minutes, le fait que Salvador Allende était vu un peu mal compris, enfin en fait dans le sens où on le voyait comme disons peut-être un centriste ou quelqu'un de centre-gauche, enfin si on caricature. Hein. Et en fait, moi, c'est là où je pense le point disons de différenciation, on va dire, entre quelqu'un qui serait vraiment un réformiste ou quelqu'un qui serait plus socialiste ou révolutionnaire, enfin, employez le terme que vous voulez, mais c'est que là, justement, il s'attaque clairement à la propriété. C'est-à-dire que, disons, alors que quand on dit social-démocrate, on pense plutôt à quelqu'un qui va, par exemple, doubler les salaires. J'ai caricature aussi. En fait, là, il est dans le matériel. Voilà, là, nous, on pense à l'étude, c'est pas... aussi, disons, on peut avoir un modèle, disons, où on va considérablement augmenter les salaires, les retraites, etc. Mais ça, je dirais que, bon, évidemment, il y a des capitalistes qui vont ne pas aimer ce genre de réforme, mais là, c'est carrément beaucoup plus radical, parce que là, dès qu'on s'attaque à la propriété, c'est là où il y a la réaction violente, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des nationalisations, des expropriations, ou la collectivisation de terres, et là, c'est ça qui fait plus mal que le fait simplement de donner plus d'argent aux travailleurs, quoi, en fait. Bien sûr. C'est un gouvernement socialiste, ça, il n'y a pas de doute, hein. Après, démocrate, pourquoi ? Parce qu'il a été élu démocratiquement parlant et parce que lui, il disait que les institutions républicaines chiliennes pouvaient servir à ce projet. Donc, il ne voulait pas détruire quoi que ce soit, ni dissoudre le Parlement, ni quoi que ce soit. Donc, ça reste démocrate seulement dans les outils, on va dire. Mais c'est un gouvernement exclusivement socialiste. Ouais. Et du coup, par rapport aux outils justement qui ont été employés et utilisés à ce moment-là, donc il respecte la constitution chilienne de l'époque. Donc ce que tu dis, c'est qu'il a jugé que la société chilienne permettait de faire la révolution par la voie démocratique, parce que les outils les outils, on va dire, légaux, démocratiques, etc., le permettaient. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la constitution de Pinochet, est-ce que ce constat, il est refaisable ? Est-ce qu'aujourd'hui, un Allende bis, quelqu'un qui viendrait avec les mêmes idées, les mêmes programmes... Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tout est anticonstitutionnel. Tout a été prévu. C'est une constitution faite sur mesure. D'accord. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, en fait. Non, voilà. Ouais. Et est-ce qu'à la manière de... Donc, on parlait de Cuba, quand le Che est mort à Cuba, alors que c'était un paria juste avant, d'un coup, c'est devenu un idole, etc. Est-ce qu'il y a eu la même chose avec Allende, où il y a eu une période où tout le monde était en mode Allende, le démon, etc. Enfin, les bourgeois et la droite et les fascistes, ou est-ce que directement il y a eu une envergure de commémoration, de mémoire, de perpétuation de sa politique ? C'est difficile parce que c'est le début des 17 ans de dictature, ouais, où on pouvait un peu rien faire. Et si tu manifestais n'importe quelle forme d'admiration par Allende, tu pouvais même te faire tuer. Donc ça reste dans un espace très intime et secret. La figure d'Allende, on va la défendre et puis on parlait beaucoup plus tard en démocratie. Après, la droite l'a toujours diabolisé, je ne sais pas si on peut dire comme ça, démonisé. Même sa mort, elle est tellement héroïque et altruiste que... on ne sait même pas s'il s'est suicidé finalement ou s'il s'est fait tuer.
Et d'ailleurs, il y en a qui pensent que le fait de dire qu'il s'est suicidé, c'est parce que l'acte de vouloir rester, donner sa vie au peuple et au programme, rester dedans dans le palais gouvernement qui s'est fait bombarder avec un discours en live à la radio magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, ce discours. Je l'ai eu en partiel, c'était incroyable. C'est d'une beauté, mais il improvisait, il allait mourir 5 minutes après et il fait un discours mais incroyable. Et tout ça, c'est tellement magnifique que du coup, je pense que, il y en a plein qui disent que c'est pas possible, dire qu'il s'est suicidé, c'était peut-être le seul truc qu'on pouvait faire pour tacher un petit peu son image. Qui était aussi pour aussi pure. Continuer justement avec l'image du il est pacifique, jamais de la vie il irait sous les canons de l'ennemi, il préfère se suicider plutôt que de se battre. Et justement enlever aussi cette image de révolutionnaire de sa personne. Oui, après Allende il allait mourir de toute manière. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a même des enregistrements qui le prouvent, que Pinochet avait dit sinon on le sorte, on le met dans un hélicoptère et on le lance à la mer. Donc ça c'est clair, il allait mourir. Il demande à toute son équipe de quitter le palais et il voulait rester tout seul. Finalement, il reste avec 2 personnes qui ont tenu tête, en fait, qui ont voulu l'accompagner. Mais sinon, il a décidé bien avant qu'il allait mourir là. De toute façon, il allait mourir quand même. Donc, il a dit allumez la radio, je vais faire mon discours et puis ça se termine ici. Oui, c'est ça. Et en fait, le côté... comme tu dis, en fait, ça a été une forme de la réaction de dire il s'est suicidé, c'est une forme de faiblesse ou je sais pas quoi, mais en réalité, qu'il se soit suicidé ou qu'il soit mort sous les bombes, en réalité, il est mort sous les bombes parce que dans tous les cas, le palais était détruit. Le palais, il se faisait bombarder. Enfin, c'est les États-Unis et l'armée de Pinochet qui l'ont tué. On peut pas. C'est pour ça qu'il y a cette théorie en fait que dire qu'il s'est suicidé, c'était peut-être pour dire qu'il était un peu lâche en fait, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors que quand on voit, en plus, on peut en voir des images. Moi, j'ai revu des extraits hier. On voit des images du palais présidentiel qui se fait bombarder. C'est en fait. Si on se dit, on imagine aujourd'hui, on transpose ça aujourd'hui en France, par exemple, je sais pas moi, Lucie Castet qui arrive au gouvernement ou Mélenchon ou n'importe qui de gauche. Bon, en fait, la comparaison n'est pas tout à fait bonne parce que c'est pas vraiment des vrais socialistes de mon point de vue, mais c'est pas le même contexte. Voilà, c'est pas le même contexte. Mais disons que directement. Vas-y. Se dire qu'on puisse aller bombarder le palais de l'Élysée, aller bombarder Matignon, enfin c'est dingue quoi. Ce symbole il est énorme. En fait, est-ce que tu me demandais est-ce qu'il restait quelque chose après? Tu vois, ça commence avec la destruction du palais de gouvernement et du président. Enfin, c'est la destruction totale, vraiment tout éliminé pour recommencer un projet d'un pays discipliné, militaire, chrétien, tout ça. Merci beaucoup pour ces 20-25 minutes de discussion qui étaient plus que palpitantes. Allende, vrai révolutionnaire, vrai socialiste, comme on n'en trouve plus malheureusement. Et donc on va pouvoir terminer ce bout de thématique donc avec une chanson que tu peux nous présenter ? Oui, donc ça n'a pas de rapport avec Allende. Non. C'est une chanson qui s'appelle Canción sin miedo, qui veut dire chanson sans peur. C'est un hymne féministe de 2019 qui nous vient du Mexique, que j'ai chanté ici à la radio il y a quelques mois. Il y a un petit lien, tu l'avais chanté sur la place du marché aussi. Oui. Je l'ai chanté plein de fois dans dans des différents actions endroits. Militantes peut-être aussi, à la commémoration peut-être sur Allende aussi. Voilà. Oui. Et puis là, on est avec ma fille. Voilà, Canción sin miedo. C'est le duo Mamati. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedos, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Hendrik, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Yo todo lo incendio, Yo todo lo rompo. si un día algún fulano Te apaga los ojos, ya nada me calla. ya todo me sobra. Si tocan a una, Respondemos todas. soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Hendrik, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza El feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Al sororo rugir del amor. y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. Enfin, on peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape, les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Et vive l'autogestion et Pot ou Pop, c'est une émission autogestionnée, bien entendu. Alors on se retrouve pour la suite de cette émission. Au début, donc, on discutait d'Allende et maintenant on va changer totalement de sujet, changer totalement de lieu. On va parler du Crous de Poitiers qui, comme d'autres Crous en France, tels que Lyon ou Clermont-Ferrand, ont décidé d'adopter cette bonne vieille réforme du point. Alors vous connaissiez la retraite à points, maintenant ça va être le repas à points. Pour la faire bref, autrefois, il fut un temps lointain, quand on allait au Crous et qu'on souhaitait manger, il suffit juste de prendre sa petite assiette, sa petite entrée, et à la fin, on payait soit un prix fixe, 3,30 € si on n'est pas boursier, soit un prix boursier, donc 1 €, quoi qu'on prenne. Maintenant, ça consiste en points, c'est-à-dire que vous allez avoir une entrée à 1 point ou à 2 points, un plat à 3 points ou à 4 points et un dessert pareil à 2 ou 3 points. Et en tout, il faut faire 6 points. Et pour ces 6 points, et ben là, vous aurez l'équivalent d'un repas à 1 €. Tout le monde me suit ? Ouais ? Ouais, c'est bon. Et ben alors, si tout le monde me suit, c'est parfait. Alors, en quoi est-ce que c'est une aberration ? Parce qu'on passe en principe de flunchisation de la société. Voilà comment est-ce que je l'ai appelé. Est-ce que ça vous va ce terme ? Vous aimez bien ce terme ? C'est ton mémoire de fin d'études, c'est ça ? Non, j'aimerais bien que ça le soit, parce que je te jure que j'en ai des choses à dire. Là, tu tiens un concept qui est vendeur. Hein. Franchement, je pense que... Un bon concept sociologique, la flunchisation de la société, parce que voilà, le Crous de Poitiers donc s'est défendu en disant que grâce à cette réforme à points, les étudiants pourraient choisir de manger quelque chose d'un peu plus cher mais donc de meilleure qualité, par exemple un avocat à la mayonnaise, ou quelque chose de moins cher et donc moins raffiné, par exemple un cornichon et un jambon blanc. Donc voilà, il y a directement ce principe que c'est l'étudiant en fait qui maintenant va choisir de quelle manière est-ce qu'il dépense ses points.
bon, dans un concept, dans une période où les étudiants sont précaires, ou voilà, vivre en dessous de 1 000 € par mois, bah, c'est pas possible vu qu'il y a l'inflation, on se demande, mais à quoi joue le Crous? Alors voilà, moi je voulais vous demander votre avis. Si vous voulez plus d'informations sur la retraite à points, surtout n'hésitez pas à me demander, Edoui Plenner, Yurigan ou Francesca. Fernanda, pardon, excuse-moi. Ou Fernanda. Donc, comment voilà, le Crous à Points arrive pas encore dans le campus de Poitiers même. Ils ont décidé de l'essayer d'abord dans les endroits où il y avait moins d'étudiants, donc Niort, Chasseneuil. Je ne sais pas s'ils l'ont encore essayé à Angoulême, parce que voilà, le campus de Poitiers s'étend à travers un large périmètre. Mais voilà, à Poitiers, bientôt, ils feront un bilan fin 2024, il y aura le Crous à Points. Mais comment... là, en fait, tu dis que c'est Poitiers, ou le Crous de Poitiers. En fait, c'est une initiative comme ça leur a pris... ou est-ce qu'il y a, disons, c'est une expérimentation nationale en prenant quelques Crous? Tu vois, quelle est la motivation première de ce truc-là, quoi? Enfin, c'est ça qui est étonnant, quoi. Alors, moi, de ce que j'en sais, moi, j'ai été en déplacement... l'année dernière, j'étais allé à un colloque à Grenoble. À Grenoble, ils l'ont déjà, le Crous à Points. Donc, visiblement, c'est une chose qui est en train d'essayer de mettre en place le Crous partout. Mais le Crous, c'est géré régionalement. Et donc, je pense que chaque antenne régionale du Crous décide de transiter vers le Crous à Points ou pas. Et donc, à Poitiers, la décision qui a été prise, effectivement, c'est de lancer ça sur les petits campus dans un premier temps. Voir comment ça prend et ensuite justifier d'une expérience réussie. En fait, on sait très bien comment ça fonctionne. Ils le font d'abord dans les petits endroits où ils savent que de toute façon, c'est pas là où les étudiants sont les plus mobilisables, etc. Par exemple, ils vont à Chasseneuil, c'est là où il y a l'école d'ingénieurs. On sait très bien que les élèves ingénieurs, ils feront pas grève contre le Crous à Points parce que de toute façon, en général, sociologiquement, c'est des étudiants qui ont un peu plus d'argent, ils ont papa, maman qui aident, etc. Donc en fait, de payer leur repas 3,30 €, 3,50 €, 4 €, ils s'en foutent. Et donc ensuite, le Crous pourra dire, vous voyez, ça s'est super bien passé dans les autres Crous de la région, donc maintenant, on généralise parce que c'est une expérience réussie. Donc nous, comment on est concerné, je pense, autour de la table sur ce sujet. Donc toi, Gabin, t'es étudiant. Moi, je suis étudiant. Moi, jusqu'à pas longtemps, je bossais encore justement à l'école d'ingénieur. Toi, Edoui, tu t'interviens régulièrement à la fac. Fernanda, t'es à la faculté, t'es à l'université, t'es prof, ouais. Donc voilà, donc on est tous finalement impactés. Soit à un moment, on va être obligé d'aller manger dans une buvette ou une cafétéria de la faculté. Comme là, tout à l'heure, on a voulu y aller, mais elle était bondée vu qu'il n'y a jamais assez de place pour manger dans les Crous. Soit en fait, on est directement au contact, de près ou de loin, d'étudiants qui sont précaires au sein de Poitiers, parce que la ville de Poitiers, c'est quand même une des villes les plus étudiantes. Il y a près d'un tiers de la population qui est étudiante, et donc oui, comme tu l'as dit, en fait, le Crous, c'est régional, et c'est là où on dit que bien souvent, faites attention quand il y a des petites élections et que vous pensez qu'il ne se passe pas grand-chose. Les élections du Crous ont eu lieu l'année dernière, et c'est donc, à Poitiers en tout cas, c'est l'AFEP qui est passé en majorité. L'AFEP, qui est un syndicat macroniste, qui est relié à un autre plus gros syndicat qui s'appelle la FAGE, et qui donc, en fait, quand ils vous font des communiqués, ils vous disent « mais nous, on est pour le repas à 1 €. Mais en fait, sur le papier, dans les termes, dans les votes, on voit que c'est totalement l'inverse. Et donc, localement, le Crous a donc décidé de passer à cette réforme à points en suivant ce qu'avaient fait les autres Crous. Mais c'est la même chose, en fait, d'un point de vue d'un point de vue société, on essaye de faire croire que chaque chose est indépendante alors qu'elles sont toutes reliées ensemble et que finalement, il y a un point commun derrière tout ça, c'est la volonté de faire du rendement sur les repas. Parce que c'est ça, au fond, le Crous de Poitiers dit qu'ils ne veulent pas faire de profit sur les repas des étudiants. Pour autant, tous les ans, on s'aperçoit que les plâtrées deviennent de plus en plus petites ou que la qualité diminue. Et maintenant, on s'aperçoit que pour manger un avocat mayonnaise, va falloir dépenser 2 € alors que pour juste un petit jambon cornichon, il va falloir dépenser 1 point, 2 points et 1 point plutôt. Donc on fait croire aux gens que d'un point de vue local, c'est pas grand chose vu que c'est juste un petit coup en avant de la part du Crous. Mais par contre, d'un point de vue national, à l'échelle de tous les étudiants, c'est quelque chose de vraiment monstrueux de faire des choses comme ça. Et ça participe en fait
plus philosophiquement, parce qu'on est quand même une émission qui voulons être sur une ligne un peu marxiste, donc il y a forcément de la philosophie qui va venir, en tout cas dans les prochains numéros de notre émission. Mais ça participe aussi d'un climat global où on va être moins sur le principe, disons, de péréquation, à chacun ses moyens, à chacun ses besoins. Là, ça va être des choses plus détaillées, décortiquées, et ça peut s'appliquer. Moi, quand j'entends ça, moi, je vois tout à fait le repas avec prix unique ou prix avec le tarif boursier peut-être, mais où bon, on s'embête pas à faire des comptes d'apothicaire. Mais là, je vois tout de suite le parallèle avec ce que tu présentes, avec la tarification à l'acte dans la médecine. C'est-à-dire qu'on passe, c'est pas complètement, on n'a pas complètement changé de côté, mais on passe, disons, tu payes la consultation à un montant fixe, que tu restes 5 minutes pour un certificat médical pour faire de l'escalade ou 45 minutes parce que on diagnostique peut-être des signes avant-coureurs d'un cancer, enfin tu vois, donc il y avait ce côté-là, et où ça a été un petit peu décortiqué dans la dentisterie, dans tout un tas d'autres professions médicales, et là c'est pareil, finalement, on veut décortiquer ça plutôt que d'avoir un truc égalitaire. Voilà, c'est un peu la même logique, quoi, la même philosophie qui est derrière, quoi. Et du coup, un des principes dans notre émission, c'est de faire venir quelqu'un sur un sujet pour ensuite l'interroger sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc, je me tourne vers notre invitée, Fernanda. Ça t'inspire quoi, ce début de réforme du Crous à Poitiers ? C'est très néolibéral, en fait. On paye ce qu'on peut payer, quoi. Et du coup, on s'égrège comme ça. On s'égrège, comment on dit ? On s'agrège. On s'égrège comme ça. Et puis l'alimentation, en plus, ça touche... c'est un sujet de santé aussi. Donc, si on se nourrit mal, il y a plein d'autres sujets publics qui touchent ça. Parce que je ne sais pas non plus ce qu'il y a de proposé pour un point. Mais je suppose que c'est assez contestable. C'est ça. C'est qu'en fait... Déjà, il faut savoir que, grosso modo, aujourd'hui, 30% des étudiants, ils sont végétariens. C'est un chiffre qu'on dit assez peu. On est en mode, les végétariens, ils sont en minorité. Mais non, dans la nouvelle génération qui arrive d'étudiants, il y a 30% qui sont végétariens. Et donc, au départ, nous... alors moi, personnellement, je suis à Solidaire et étudiant. Donc, je suis en mode, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce bazar ? Et donc, il y a cette question, justement, des gens, en fait, qui auront des régimes spéciaux, qui font des allergies, qui ont des intolérances, ou qui ont justement un régime alimentaire bien spécifique. Eux, en fait, ils vont être pénalisés parce qu'il y a des moments où, pour, par exemple, avoir des légumes ou quelque chose qui ressemble à leur régime, il y a des moments où ils vont devoir mettre plus de points que quelqu'un, par exemple, qui mangerait un jambon beurre. Et donc, en fait, c'est justement ce principe du, si tu as ton régime spécial à toi, il va falloir que tu sois prêt ou prête à faire des efforts parce que, en fait, au final, le burger frites, peut-être il est à 5 €, mais toi, tu n'en manges pas, donc tu vas être obligé de prendre une bonne salade à 3 points et faire en sorte de modifier ton repas. Et donc, en fait, les étudiants aujourd'hui, il y a près d'un étudiant sur 3 qui déclare, même 2 étudiants sur 3, qui déclarent qu'il me fait un repas par jour. Et il faisait un repas par jour, et encore, parfois, c'est uniquement s'il avait le repas à 1 €, et s'il n'avait pas le repas à 1 €, il faisait son repas par jour, il mangeait les mêmes coquillettes pendant une semaine, quoi. Et aujourd'hui, avec ce principe de repas à points, ça fait que les gens, en fait, en plus de manger qu'une seule fois par journée, ils vont devoir se triturer la tête et se dire, OK, où est-ce que je vais devoir rentabiliser mes points pour faire en sorte de manger comme il me convient et que mon ventre soit assez plein pour que je puisse tenir la fin de journée et que je puisse demain revenir manger. Et c'est vraiment quelque chose de grave. Et le principe même que le Crous de Poitiers dise non, mais c'est pas ce que vous pensez, on va avoir une offre diversifiée, alors que de fait, en fait, il va y avoir des disparités de prix entre les différents plats, ça fait que le Crous de Poitiers n'assume même pas, en fait, de mettre en place une politique libérale au sein de son Crous. Après, est-ce que ça nous étonne vraiment en venant du Crous ? Bon, non, on n'est pas vraiment étonné. Est-ce que ça nous étonne que certains syndicats ne nous aient pas donné l'information depuis longtemps ? Bon, non, on n'est pas vraiment étonné. Mais ce qui est le plus fou, en fait, là-dedans, c'est vraiment le fait de dire aux étudiants « Non, mais nous, on vous aide, on vous supporte, mais par contre, il va falloir vous débrouiller pour choisir vos plats à la juste valeur et au juste rapport des choses. » Est-ce que c'est original ? Est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça ? Ou est-ce que peut-être, je ne sais pas, dans d'autres pays, tu as des éclairages par rapport au Chili ou... Au repas dans les études supérieures alors, au Chili, par exemple, actuellement Actuellement ou avant, ou peut-être que par Allende, on parle beaucoup de la... Pendant la période d'Allende, je ne sais pas. Je ne sais pas, alors je ne peux pas répondre. Je ne sais pas s'il y avait des cantines ou comment ça fonctionnait. Je ne sais pas. Je sais que lui, il a fait des mesures au niveau des écoles. Mais
À l'université, je ne sais pas. Et aujourd'hui, à l'université, comment ça marche quand on fait ses études au Chili, quand on est étudiant, qu'on veut manger le midi? C'est que parler d'études universitaires au Chili, c'est super dur en fait. Déjà, la plupart de l'éducation supérieure est privée au Chili. Et l'éducation publique, elle est payante et très 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 chère. On parle de 350 € par mois pendant 5 ans pour une licence. Et après, au-delà de ça, tu as des facultés qui sont très séparées. Il n'y a pas trop ce concept de campus, de gros campus. Donc, il y en a quelques-uns, mais très peu. Où il y a les campus, il y a des restaurants universitaires, oui. Mais il y en a des écoles, par exemple, où j'ai fait mes études de sociologie, il n'y avait que nous. Et il n'y avait pas de service de restauration. Et nous, on se faisait à manger, on avait une cuisine, on a mis en place une sorte de cantine populaire. Mais donc, du coup, il n'y a pas une vraie réalité nationale. Mais sinon, dans les restaurants universitaires, il y a un prix fixe. Et je crois qu'il y a 2 repas. Et tu peux choisir. Je ne sais pas si ça reste encore comme ça. Moi, je parle d'il y a 15 ans quand même. Oui. Ok, mais du coup, c'est un concept intéressant, l'idée de cantine populaire étudiante. Ouais. Finalement, peut-être que vous pourriez lancer ça avec Solidaire. Il y a des moments où, que ce soit de la CGT ou avec Solidaire 86, il y avait eu des moments où devant le Crous, on se mettait et on disait tenez, vous avez soit plat végé, soit la bonne vieille saucisse baguette de la CGT. Et on était en mode payer 1 € et voilà, vous aurez votre repas. Et les étudiants étaient en mode mais en fait, mettre 1 € et avoir un repas qui est sympa, je veux dire, là c'était un sandwich, quoi, c'était juste pour faire une forme, mais il y avait quand même une entrée à côté et un dessert s'ils le souhaitaient avec un fruit ou avec un fruit. Et en fait, les étudiants, à la fin, ils disaient, mais en fait, avoir un repas à 1 €, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on arrive devant le fait accompli, mettre 1 €, on se dit, en fait, on n'a pas que de la merde, quoi. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de faire comprendre aux étudiants que, en fait, vous avez le droit d'avoir votre propre dignité et de pas uniquement manger de la salade parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir votre propre dignité, de manger des vrais produits de bonne qualité, des produits locaux si c'est possible, que ce soit, genre des légumes, que ça soit de la viande, que ça soit du poisson, que ça soit un régime varié ou non. Voilà, vous avez le droit de manger des produits de bonne consistance, de bonne durée, de bonne efficacité, sans pour autant débourser 6 points dans juste un hamburger. Mais là, imaginons que sur le campus, il y a des étudiants qui ont envie de mettre en place une sorte de cantine populaire étudiante. Est-ce que vous avez des locaux dans lesquels vous pouvez faire à manger? Alors, il y a déjà justement il y a le principe mis en place par la MDE, je ne sais pas s'il est encore actif cette année, mais de venir chercher des paniers... Vas-y. Fini, je vois plus ou moins, j'y viens. Donc il y a le principe de venir chercher des paniers gratuitement avec sa carte étudiant, il faut juste la réserver en avance. Et sur le principe de mettre en place des cantines populaires, il en existe une à Poitiers, il me semble, avec justement qui est tenue par le syndicat de la FEP, donc qui est le syndicat de la FAGE et qui est aussi l'étudiant qui est macroniste. Donc c'est ça en fait aussi la chose assez bizarre, en fait, c'est qu'il y a des syndicats qui vont mettre en place des cantines populaires pour aider à côté les étudiants, mais qui, de l'autre côté, en fait, vont mettre en place des réformes économiques qui précarisent un peu plus les étudiants. Ma question, c'est est-ce que matériellement, vous avez un espace où il y a une grande cuisine, où vous avez la possibilité matérielle de vous faire à manger vous-même dans des quantités qui soient, par exemple, si vous décidez de faire à manger pour, 100 personnes, non. Une grosse promo, ou même 50 personnes. Non, il faut que les produits viennent déjà préparés, c'est pas possible de faire... Vous pouvez vendre, mais vous pouvez pas cuisiner, quoi. C'est ça, il me semble. En tout cas, ou alors j'en ai pas connaissance, donc peut-être je devrais me renseigner là-dessus, mais non, c'est pas possible, il n'y a aucune cuisine de Crous qui est mise à disposition. Regardons déjà rien que dans les logements étudiants Crous, il y a juste une cuisine avec 4 plaques pour parfois une 50aine d'étudiants, quoi. Donc ça m'étonnerait fort que localement à l'université, ils mettent en place ça. L'université a mis en place des sortes de petits bistrots où ils disent venez, il y a un micro-ondes, il y a des distributeurs de sandwichs, où là ils partent du principe que tu peux te faire ta propre bouffe, mais pour faire des bouffes en grosse quantité à donner à un maximum d'étudiants pour éviter qu'il y ait des gens qui soient lésés par rapport à la nourriture, là ça va pas être possible. Oui, parce que tout à l'heure, on avait un jingle sur l'autogestion. Bon, si on imagine que les étudiants, là, avec le Crous à point, je pense que le panier moyen, il va possiblement ou voire nécessairement augmenter pour les étudiants et les étudiantes. Ça veut dire que si vous êtes un certain nombre à vous dire ça peut plus durer, ça reste trop cher pour nous, vous pourriez essayer de vous substituer au Crous, mais en fait, là, matériellement, aujourd'hui, comme vous n'avez pas d'espace dans lequel vous pouvez cuisiner pour des grandes quantités,
Finalement, en fait, c'est impossible. Vous êtes pris à la gorge. Peut-être qu'il faudra faire un crous un jour sur deux. Ou en fait, vous n'avez pas vraiment de solution, quoi. C'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a rien que, par exemple, quand on voit les seuls moments où on a mis en place de manière efficace des cantines populaires, c'était pendant les blocus. Donc, quand on a bloqué le campus, quand on a bloqué la fac en centre-ville, ou qu'on a bloqué encore d'autres facs ici sur le campus, on a mis en place des cantines populaires où on avait des camarades qui allaient chercher les restes des restaurants, qui leur disaient écoutez, nous on est étudiants, là on est en train de faire un blocus, venez vous nous donner à manger, parce qu'en fait ça vous n'allez pas l'utiliser, c'est pas de la nourriture invariée, c'est juste qu'ils vont pas l'utiliser parce qu'ils vont pas l'utiliser. Parfois ils nous disaient oui, parfois ils nous disaient non, et c'est le seul moment où en fait il y a vraiment eu cet échange entre on conçoit de la nourriture et on se la fait nous-mêmes et on se la vend à nous-mêmes, et l'argent qu'on met nous-mêmes à la fin il est redistribué dans la lutte, parce qu'on l'envoie soit à des associations, soit on le redistribue dans le matériel. Par exemple, quand il y a eu la Pride à Poitiers, nous on avait fait un peu à manger avec le stand solidaire, et à la fin l'argent qu'on a récolté, on s'est remboursé la farine, les œufs, etc. et la maïzena, mais à côté de ça, on a filé l'argent à des associations qui luttaient contre la précarité, etc. Puisqu'on parle de précarité, il y a un autre aspect peut-être de la précarité qu'on va explorer à travers le micro-trottoir de notre ami Noé, qui est allé à quel endroit précisément, Gabin ? Il est allé au forum des métiers qui se déroulait donc sur le campus de l'université de Poitiers. Donc il y a un moment où les patrons viennent nous dire à quel point c'est magique de travailler, que les étudiants sont vraiment des personnes courageuses et dynamiques, et qu'elles sont vraiment extrêmement sympathiques de rapporter du chiffre d'affaires à des entreprises qui ne les payent même pas assez pour vivre. En bref. Du coq à l'âne. Les étoiles en plus. Les jeunes sont-ils feignants ? C'est la question faussement sérieuse qui m'a amené ce jeudi 19 septembre au premier salon 24 heures pour l'emploi et la formation. C'est dans un parc des expositions rempli d'un tiers que se tenaient les 2 maigres allées où Lidl concurrençait la Marine nationale. Ici, on ne parle ni de salariés ni d'emploi, mais de collaborateurs et d'aventures professionnelles. Ici, le travail n'est pas aliénant, mais permet de libérer les talents. Pourtant, dehors, des irréductibles cégétistes tiennent un stand. Moi, c'est Pierre Garnaudier et je suis le responsable des travailleurs privés d'emploi et précaires de la CGT. Nous, on va devant tous les salons 24 heures pour l'emploi pour dénoncer ces salons, parce que pour nous, le but premier de ces salons est d'aller dans le sens du discours du gouvernement qui consiste à dire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Regardez là, aujourd'hui, au parc des expositions à Poitiers, il y a eu énormément d'offres qui ont été présentées aux privés d'emploi, et pourtant, c'est dramatique, il y a toujours autant de chômeurs. Pour le camarade Julien, l'analyse est similaire et le regard interloqué quand vient la fameuse question. Vous parlez des jeunes justement, et est-ce qu'on serait pas un peu feignants nous quand même les jeunes ? Je pense pas que les jeunes soient feignants, c'est que les jeunes, on est plein de bâtons dans les routes. Quand on voit des offres d'emploi, il faut déjà avoir 5 ou 10 ans d'expérience pour postuler. C'est un peu compliqué, donc on va demander à les jeunes d'être formés, d'avoir de l'expérience, de ne pas avoir de prétention salariale pour pouvoir être embauchés, ce qui est une aberration, donc on leur met plutôt des bâtons dans les roues. Sur le site internet de Poitiers qui présente ce parc des expositions, il montre qu'il y a des emplois pour les étudiants et étudiantes. Est-ce qu'au final les étudiants et étudiantes ils ont tout intérêt à travailler pour se faire une première expérience professionnelle, un peu d'argent? Est-ce que c'est pas un peu ça le monde nouveau? Malheureusement, c'est ça le monde nouveau. Je pense, moi, dans mon imaginaire, qu'un étudiant, ça a surtout intérêt à étudier. Et les meilleures conditions pour étudier, c'est de ne pas travailler, de pouvoir être frais et dispo quand il va en cours. On sait très bien qu'il y a un taux d'échec plus important pour les étudiants qui travaillent. Donc c'est vraiment se mettre une balle dans le pied de dire aux étudiants d'aller bosser, quoi. À l'intérieur, les agents de sécurité franchis, le responsable du salon averti de ma présence, le discours est tout autre. Que vous pensez que si vous avez du mal à recruter, c'est parce que les jeunes, ils seraient pas un peu feignants quand même? Sur ces avis-là, moi j'ai pas trop d'objections, mais non, les jeunes ne sont pas feignants et on le prouve tous les jours en recrutant énormément de contrats étudiants. Dehors, juste devant ce salon, il y a la CGT qui s'oppose à ce salon, qui dit que c'est de la poudre aux yeux et qu'il y a tant d'offres ça que de disponibles. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Moi c'est interne à Lidl, nous on a des postes à proposer, on a des postes à pourvoir. Et là on est vraiment dans la recherche, après je pourrais parler pour les autres. Est-ce que vous pensez que travailler à Lidl, c'est le bon plan quand on est étudiant et étudiante pour payer ses fins de mois? Oui, je pense que surtout sur les postes étudiants, on est vraiment une entreprise qui rémunère bien ses salariés et on va avoir plusieurs postes, plusieurs contrats à proposer, donc 7h, 10h, 15h, adaptables en fonction des organisations et des études des étudiants.
Ma respiration reprise grâce à la préparation mentale aux entretiens dispensés sur place, atelier qui aurait pu s'appeler « Comment apprendre à vendre sa force de travail avec le sourire ?» Une question m'est revenue. Donc finalement, on n'est pas si feignant que ça, les jeunes. Non, mais personne n'est feignant. Moi, franchement, je milite depuis des années devant les agences de France Travail. Moi, j'ai jamais croisé un travailleur qui m'a dit je kiffe être au chômage. C'est la belle vie, j'ai les plaies au soleil et je vais aux Bahamas toutes les vacances. Personne ne souhaite en réalité être au chômage. Et aujourd'hui, quand même, celui qui a le pouvoir de licencier ou d'embaucher, c'est le patronat. Donc c'est lui qu'il faut mettre à défaut, c'est pas les chômeurs. Donc le 1er octobre, on fait grève et on va en manifestation, on va chercher ces augmentations de salaire promis par le patron du MEDEF devant Sophie Binet à la fête de l'UMA. Voilà, le 1er octobre, on se met en grève, on manifeste pour les salaires, pour nos pensions de retraite, pour nos allocations chômage et pour l'emploi, parce que là, la CGT, elle vient de sortir une carte des licenciements. Il y a 130 plans de licenciement, 60 000 emplois qui sont menacés. Et donc, effectivement, il y a besoin de se mettre en tas et de dire stop à l'hémorragie. Et à l'inverse, on va aller chercher la réduction du temps de travail pour travailler tous mieux. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Vous êtes toujours sur Pulsar 95.9 dans Poitou Pop. Poitou Pop. Donc l'émission touche bientôt à sa fin. Je me retourne une dernière fois vers notre invitée, Fernanda. Le sujet du travail étudiant, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi qui interviens à la fac notamment Est-ce que tu as des étudiants qui viennent te voir par rapport au fait qu'ils sont dans le travail étudiant? Oui. Et alors? Oui, il y a des étudiants qui sont des fois absents, il y a des étudiants qui n'ont pas le même temps de révision que les autres. Il y en a qui sont très très fatigués. Et pareil pour ceux qui ont... Moi, j'interviens aussi à l'IUT. Il y en a qui sont en alternance, ceux qui sont en entreprise, et il y en a qui les exploitent, mais d'une manière incroyable. Et après, qu'est-ce que j'en pense? Enfin, c'est large hein, comme question. Enfin, les conditions ne sont pas intimes, ni les salaires. Il faut changer ça. Voilà. Oui. Aujourd'hui, la bourse à 1 euro et demain, le salaire étudiant à vie et peut-être, comme dirait Bernard Friot, la retraite à vie. Non, c'est pas ça, c'est son salaire à vie. Le salaire à vie par Bernard Friot. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans le studio de Radio Pulsar. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet d'Allende, un historien français, Franck Gaudichaud, est expert en la question et a sorti de multiples livres de 8 à 20 euros. Voilà, il y en a pour tous les sous. Et sinon, vous allez à la bibliothèque et vous le volez parce que ça vous appartient à vous aussi. Non, ici, on fait pas l'apologie du vol. Ok, c'est bon, c'était une boutade. J'ai sorti les yeux qui se sont levés sur moi d'un coup. Et je sais pas, les gars, on collectivise ou on collectivise pas? Bref. On aura ce débat à une autre émission, la prochaine émission justement qui intervient dans 2 semaines à la même heure et qui cette fois-ci interviendra vis-à-vis de l'élection qu'il y a à la présidence de l'université qui est un enjeu crucial et les bus gratuits qui ne sont toujours pas à Poitiers, on attend mais peut-être qu'à un moment la mairie se décidera à tenir des slogans de campagne. Enfin voilà quoi, une émission qui aura tout le moment qu'on s'énerve encore un peu, ça va être top et n'oubliez pas, la lutte se fait en groupe, ne restez pas seuls, syndiquez-vous, rassemblez-vous et écoutez, on se retrouve très vite dans Poitou Pop, une émission organisée par Poitou Presse. Merci à vous et voilà. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Pulsar 95.9